Alors bonjour à tous, on est ici pour parler de cinéma, le cinéma d'aujourd'hui et surtout le cinéma de demain. On est dans un contexte très particulier, on a traversé une crise absolument sans précédent. Je pense que personne ne pouvait imaginer que les salles pourraient fermer comme ça pendant plus de 6 mois en France et partout dans le monde. Et comme souvent, quand on est face à des crises systémiques, des crises de cette ampleur-là, on se rend compte que c'est un vrai accélérateur, un vrai révélateur des enjeux qui sont les enjeux de mutation qui sont en cours dans le secteur. Alors quand on dit ça pour le cinéma, tout de suite on pense à l'évolution des usages, la place croissante du numérique, la place croissante du digital, l'internationalisation globale qui en découle. Et donc la question qu'on se pose face à ça, c'est qu'est-ce qui donne envie aujourd'hui aux spectateurs d'aller en salle, de retourner en salle, où est le désir de la salle et du cinéma. Et cette question, je pense qu'elle est fondamentale. Elle ne peut pas ignorer les changements qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Au contraire, on doit s'en saisir. Et le défi pour les pouvoirs publics, que je représente un peu aujourd'hui, et pour tous les acteurs du secteur, à la fois les producteurs, les distributeurs, les exploitants, c'est vraiment d'essayer de se dire comment je préserve mon modèle, le modèle français qui n'est pas à jeter. Ça, je le pense sincèrement et je pense qu'on le pense tous collectivement. On en parlait tout à l'heure, non, le cinéma n'est pas mort, très clairement. Le cinéma a toute sa vie devant lui. En revanche, ce modèle-là, il est amené à évoluer. Et toute la question, c'est comment on le fait évoluer pour le rendre encore plus pérenne et encore plus fort. Quelques chiffres. Aujourd'hui, la France, c'est le premier parc de salles en Europe. On a plus de 2000 salles aujourd'hui sur tout le territoire. On est le premier pays producteur et coproducteur en Europe, avec plus de 300 films par an. Alors ça, évidemment, c'est les chiffres d'avant-crise, et on espère les retrouver. C'est un secteur qui pèse aujourd'hui 250 000 emplois, 1% du PIB. Donc c'est un secteur très fort qu'il faut absolument préserver et en même temps faire évoluer. Voilà. Et peut-être le préserver en le faisant évoluer. C'est sûrement ça la question de fond. Donc pour parler de ces enjeux, on a 4 intervenants qui sont, je pense, les mieux placés pour nous parler de tout ça, avec des visions certainement complémentaires et très intéressantes. Donc Aurélien Bosc, président de Pathé Gaumont, donc acteur historique évidemment et présent sur tout le territoire. Elisha Karmitz, directeur général de MK2. Donc, circuit emblématique parisien, plein d'innovations à nous présenter. Pierre-Emmanuel Le Goff, qui est réalisateur, producteur, distributeur, donc j'ai une vision assez large de la chaîne, et fondateur de la start-up de la 25e heure, dont il va nous parler, qui est une start-up qui est née au tout début de la crise, donc en 2020. Et Mathieu Robinet, donc producteur et distributeur, fondateur de Tandem, qui lui aussi a créé sa société au début de la crise. Donc on est vraiment sur des exemples à la fois historiques et nouveaux, et sur toutes les bonnes évolutions, en tout cas les bonnes tendances que peut nous amener les difficultés auxquelles on a été confrontés. Peut-être pour commencer, justement, une rapide présentation de chacun de vous sur la façon dont vous avez appréhendé cette crise, la façon dont vous êtes saisi des enjeux d'innovation, de digitalisation, comment vous redonnez envie aujourd'hui aux spectateurs d'aller en salle. Je suppose qu'il y a des stratégies très différentes. Et donc, je propose à Aurélien de commencer à nous expliquer pour Pathé, acteur historique. Merci Magali, bonjour à tous. C'est vrai que la crise, elle a mis en lumière un bouleversement important. Elle a changé certaines habitudes pour des spectateurs. Mais finalement, elle vient juste confirmer un certain nombre d'axes stratégiques qui ont été pris par la plupart des circuits d'exploitation. Si je parle de Pathé, et Elisha commentera sa stratégie ensuite côté MK2, mais nous, ça fait déjà un moment qu'on part du principe que pour que la salle résiste à l'avenir, pour qu'elle se projette dans l'avenir, il faut que ce soit une salle de cinéma qui se remette en question, qui évolue, qui se modernise. Donc je dirais que ça, c'est déjà un point fondamental, c'est comment est-ce qu'on va s'assurer que le cœur du réacteur, donc la salle,
par ses qualités, par son confort, par son niveau d'expérience, soient vraiment différenciantes et permettent aux Français, aux gens qui viennent en salle, de vivre un grand spectacle, quel que soit le contenu, mais que la qualité, la promesse qui est faite aux spectateurs, encore une fois, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue de confort, que d'un point de vue d'expérience, eh bien, ce soit différenciant et ça donne envie de quitter son domicile pour aller en salle. Donc je dirais, premier élément important, et nous on a mis beaucoup de moyens et on a investi de manière très conséquente déjà depuis 7-8 ans sur notre parc de salles historiques pour moderniser, avoir des salles qui sont au bon niveau de jeu, qui se premiumisent en partie. Alors on dit souvent que Pathé a un axe de montée en gamme. C'est vrai pour un certain nombre de salles. On a malgré tout des salles qui sont elles plus classiques, mais on a fait le choix de faire le pari des formats premium internationaux qui sont IMAX, Dolby Cinema, 4DX, qui sont des expériences qui permettent aux spectateurs de choisir à la fois un film et de choisir une façon de vivre ce film, soit avec plus de confort, soit avec plus d'animation, soit avec du spectacle encore plus grand vu la taille des équipements de projection. Donc, premier élément, pour nous, c'est une salle, ça doit être moderne, ça doit être très qualitatif et on doit faire une promesse au client d'avoir un spectacle qui est fort. Ensuite, deuxième élément, on pense qu'il faut créer l'événement. Donc, on essaie d'avoir à travers des activités qui sont portées chez nous par une société qui s'appelle Pathé Live. On essaie d'événementialiser, apporter des événements dans nos salles pour aller effectivement offrir des contenus un peu différents, mais surtout pour aller toucher des blocs de public, des blocs d'audience, des communautés de fans qui ne sont pas forcément des gens qui ont l'habitude d'aller en salle. Et on pense qu'en allant chercher ce type de programme, ça peut être des retransmissions de concerts de K-pop qui sont des groupes ultra célèbres chez les 15-20 ans. Et on pense que ce type d'événement-là permet aussi d'aller toucher des clients qui ne sont pas forcément des gens qui ont l'habitude de venir en salle. Donc, créer l'événement, trouver une façon de connecter des types de clientèle qu'on n'a pas forcément dans nos habitués. Ensuite, il y a un point qui est important, qui est le point le contact client. On en parlera, je pense, tout à l'heure dans les échanges, mais être en capacité de contacter en one-to-one nos spectateurs. Donc, passer d'une situation relativement passive où les spectateurs venaient chez nous à une situation active où on est en capacité de les contacter. Ça passe par avoir des données clients larges, complètes, et donc ça passe par un ticketing qui est maîtrisé par nous et donc une capacité de s'adresser aux personnes qui viennent dans nos salles. Mais ce chemin-là, c'est un chemin assez nouveau. C'est nouveau pour l'exploitation, c'est pas nouveau pour plein d'autres acteurs du commerce, mais en tout cas dans l'exploitation et dans le cinéma, c'est quelque chose qui est relativement récent. Et ça c'est assez transformant puisque ça nous permet de contacter en direct nos audiences, nos spectateurs, et donc d'aller contribuer au marketing des films, contribuer à l'appétit qu'on peut avoir sur certains types de programmes, et donc d'aller chercher des blocs d'audience pour soutenir la fréquentation. Voilà en quelques grandes lignes ce que je pouvais vous dire en introduction. Donc du coup, ce qui est intéressant, et Elisha pourra rebondir là-dessus, est-ce que MK2 a la même stratégie ou pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a deux blocs qui se dégagent souvent quand on parle un peu de la stratégie de demain. Ça va être à la fois avoir un public d'habitués, puisque le cinéma, c'est aussi un lieu où certaines personnes se rendent très régulièrement, et c'est important de fidéliser d'une certaine façon le niveau de fréquentation aujourd'hui. Pour les jeunes et moins jeunes, tout l'enjeu, ça va être aussi de le maintenir. Et en même temps, il faut savoir événementialiser, justement, en dehors de ce public d'habitués ou avec eux. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que les deux sont mêlés, mais ces deux logiques sont souvent parallèles. Donc, du coup, Elisha, pour MK2. Bonjour. Nous, en effet, on a des logiques, on a des réflexions qui portent sur les mêmes thématiques, parfois avec des propositions de résolution qui sont un petit peu différentes et qui tiennent aussi beaucoup de nos spécificités. Comme dans tout bon secteur, ce qu'il faut aussi savoir sur le cinéma, c'est que c'est un secteur extrêmement concurrentiel. On fait partie des secteurs culturels où on a parfois sur certains quartiers des salles concurrentes qui s'affrontent simplement avec une rue d'écart. Et donc, nous, on est une société qui est familiale, qui a été créée par mon père en 1974, et donc
nous, l'une des questions qui nous travaille de manière permanente, c'est comment protéger notre singularité et les choses qui nous différencient du reste du marché. Le premier élément par lequel on essaie, tant bien que mal, de se différencier, c'est évidemment le contenu. C'est la valeur numéro un, pilier du groupe, la sélection, le choix des films, notre métier de programmateur. Et donc, on a un travail, un soin qui est extrêmement fort sur ces aspects-là. On essaie toujours de pouvoir aller dénicher ce que nos collègues ou ce que nos concurrents n'ont pas forcément déniché, de trouver les moyens de le mettre en avant et de le délivrer vers le public de la meilleure manière qui soit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les salles étant devenues, notamment pour les grands réseaux, de plus en plus grandes, avec de plus en plus d'écrans, il y a une possibilité de rentrer de plus en plus de films. Et donc, cette différenciation par le choix à l'intérieur des contenus cinéma est devenue de plus en plus difficile. Nous, sur cet aspect-là, et c'est vrai que sur le travail que fait Pathé Live sur l'événementialisation, un travail pour lequel on a beaucoup de respect et d'admiration, parce que d'abord, il a été assez précurseur. Et nous, on voyait bien que sur ce travail-là, il y avait une avance qui était prise, qui était trop importante. C'est des produits, en plus, faits chez Pathé Live, qui sont des produits complexes et singularisants. Et donc, à un moment, on a dû trouver notre propre patte dans des produits complexes et singularisants. Donc, on est allé dans une autre direction, une direction qui nous ressemble plus, qui est peut-être un petit peu plus politique aussi. On avait déjà initié ce travail avant le confinement et on l'a lancé là, au moment des réouvertures des salles entre les deux confinements, un projet qui s'appelle MK2 Institut, où on sentait que déjà depuis de nombreuses années qu'on était dans une période où les débats étaient de plus en plus polarisés, où il y avait une difficulté à créer des moments d'échange, des moments de rencontre, à remettre le lieu de la salle de cinéma comme un lieu de débat public. Et on voyait aussi des menaces populistes d'extrême droite en pensant que ça fait partie du rôle de notre marque d'être un lieu de résistance face aux enjeux politiques de l'avenir. Donc on a commencé comme on sait faire, embaucher des programmateurs, on a commencé à monter des programmes assez denses de conférences faisant la part belle aux plus grands intellectuels français, donc ça va de François Sureau à Pastoureau, à Boucheron, à Manon Garcia. On suit beaucoup l'actualité littéraire, l'actualité des sciences humaines, et on crée justement cet espace de débat, d'échange, destiné à accélérer la circulation des idées, tout en étant tourné vers le grand public. Et c'est un point de différenciation qui est extrêmement fort pour MK2, puisque je pense qu'on est l'une des seules salles de cinéma dans le monde à produire autant dans ce domaine-là, et à être surtout autant impliqué dans ce type de dossier. C'est évidemment porté beaucoup par une autre spécificité d'MK2, où je pense aussi qu'on est l'un des seuls réseaux de salles de cinéma dans le monde à avoir ça, à savoir qu'on a surtout des outils de transmission chez nous. Donc on a une rédaction de journalistes qui est au cœur de l'entreprise, qui est en fait un studio de création de contenu, qui est un modèle économique où on fabrique aussi du contenu pour des tiers, mais on fabrique aussi tous nos supports de création et tous nos supports de contenu. Et donc on a une dizaine de journalistes chez nous. Je pense rares sont les salles de cinéma qui ont une dizaine de journalistes chez elles. Et c'est en fait ces journalistes qui, pendant la crise du Covid, nous ont permis tout de suite de nous remettre sur pied. Pour une raison très simple, et je pense que c'est intéressant d'en parler ici, parce que ici on est dans un lieu d'hybridation entre les différents domaines. Et en fait, on a vu que les journalistes avaient une pratique chez nous de la hard news. Ils en avaient fait dans d'autres jobs, et donc face à des enjeux de crise type Covid, eux, ils avaient des capacités de se remettre sur pied et de se remettre à réagir tout de suite pour monter des projets qui étaient presque plus fortes que les nôtres, parce qu'ils y avaient été habitués dans leur précédent job, en étant chef des infos à l'Express, en ayant fait les manifs, les gilets jaunes, des élections présidentielles. Et tout d'un coup, il y a beaucoup d'idées qu'on a mis en œuvre pendant le Covid qui sont arrivées de cette rédaction, avec l'envie de se mettre en mouvement, de traiter de l'actualité, de pouvoir bouger. On a créé à ce moment-là vraiment de briques et de broc, et c'est vraiment une idée qui est née du Covid, un site internet, une petite plateforme qui s'appelle MK2 Curiosity, sur un modèle assez différencié de ce qui existe aujourd'hui, puisque c'est un modèle de AVOD, donc de VOD financé par la publicité, où on propose en réalité 5 films choisis par nos équipes de programmateurs, disponibles uniquement pendant une semaine, et qui deviennent aussi des enjeux d'accompagnement maintenant des films en salle, puisqu'on a des espaces invités, on est en train de créer un label Curiosity, on a, grâce au CNC aussi, obtenu une subvention qui va nous permettre de développer le label MK2 Curiosity School, pour faire de la formation auprès des jeunes sur les films de patrimoine et réinventer un petit peu le ciné-club, tout en utilisant de manière systématique des outils digitaux. Et sur le dernier aspect qui, pour le coup, nous, n'a pas été forcément un aspect qui était lié au Covid, mais où le Covid a été, comme on l'a dit juste précédemment, un accélérateur de tendances existantes.
on a toujours eu évidemment un grand souci du public jeune. Le public jeune, c'est le renouvellement de notre public, c'est une partie de notre avenir qui est là-dedans. Et juste pour se donner des points de comparaison, quand on prend des pays dans lesquels il n'y a pas de politique culturelle pour, par exemple, faire venir les jeunes au cinéma, c'est le cas, par exemple, au Canada, au Québec. Au Québec, vous allez trouver des jeunes de 18 ans qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de cinéma. Se dire qu'un jeune de 18 ans n'a jamais mis les pieds dans les salles de cinéma et que demain, en fait, on ne va pas lui demander de revenir dans une salle, mais le transformer en spectateur de cinéma, en 2022 post-Covid, ça devient quand même un challenge difficile à remplir. Et là, il va falloir à la fois des très belles salles et des contenus très exclusifs qui méritent vraiment d'aller en salle. Donc, en France, on a un réseau qui est extrêmement bien maillé là-dessus, mais c'est vrai que depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, on a tout un challenge, tout un questionnement autour du fait de savoir si les jeunes aiment encore le cinéma, si les plateformes n'ont pas tué cette pratique auprès des jeunes. Nous, notre analyse par rapport à ça, elle est la suivante, c'est que les jeunes ont une très très forte appétence pour le cinéma. Le cinéma reste l'élément culturel le plus prestigieux. Je prends aussi un petit point d'exemple là-dessus. Quand vous prenez des youtubeurs, en tout cas pour les premières générations de youtubeurs qui ont eu des fortes carrières, pour eux la consécration était de faire un film. Les étapes de consécration étaient d'avoir 1 million sur YouTube et de passer ces étapes-là, mais la vraie consécration tenait beaucoup d'en faire un film de long métrage. Pas souvent avec succès, mais en tout cas, ils étaient souvent heureux de le faire et heureux de savoir que leur travail leur permettait d'aboutir à ça. Donc on voit que les jeunes ont cette appétence. Le retour là à une situation un petit peu plus normale, on montrait autour de films comme Dune, comme James Bond, qu'il y avait une très très forte appétence des jeunes. C'est pas le public qui nous manque. Et nous, ce qu'on avait analysé déjà au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est que la problématique était avant tout une problématique de pouvoir d'achat. On l'a ensuite vraiment particulièrement vu pendant le Covid, où je pense que tout le monde reste très marqué par les images où on voit des jeunes devant des banques alimentaires en France. C'est quand même des choses qui sont particulièrement choquantes, qui ne peuvent pas être satisfaisantes pour qui que ce soit dans ce pays. Et on constate également qu'on ne pouvait pas, en tout cas de notre point de vue, être dans une situation où on proposait aux jeunes des places, des prix de places qui finalement se rapprochaient de leur abonnement Netflix. Il y avait une incompréhension pour eux de cette problématique-là. Donc nous, pour aller aussi reconstituer notre public, et aussi parce qu'un jeune n'est pas jeune toute sa vie, on a plutôt opté pour une stratégie où, en effet, il y a une forme de premiumisation dans les salles, parce que c'est nécessaire d'avoir des équipements qui soient au top. Moi, je considère que c'est la base de notre métier. Si en effet l'équipement n'est pas au top, il n'y a aucune raison d'aller au cinéma. Donc nous, on considère que c'est un élément central. Ce n'est pas un axe de communication pour nous, d'autant plus que sur les aspects technologiques dont on a parlé, on sait qu'on ne sera jamais plus fort que nos concurrents. On ne peut pas l'être. On n'en a ni les moyens, ni les capacités, ni les lieux. Et donc nous, on a commencé à baisser les tarifs pour les jeunes. Donc on a d'abord fait un tarif à 4,90 € pour les moins de 26 ans. Ce tarif était sur une journée. Ensuite, on a étendu ce tarif du lundi au vendredi sur une salle qui était le MK de bibliothèque. Ensuite, on l'a étendu à toutes nos salles. Et pendant la période Covid, on l'a fait passer pour une durée limitée de 26 ans à 27 ans pour que les gens qui avaient perdu cette année puissent la récupérer dans l'année post-Covid. Et c'est vrai que tout de suite, dans le lien qu'on a avec cette clientèle, le fait simplement qu'on se soucie d'eux, qu'ils sentent qu'il y a, c'est pas forcément le bon terme, il est anglais, mais qu'il y a une forme de care, qu'on comprend leurs problématiques et qu'on vient s'adresser directement à eux, ramène ensuite un engagement dans l'entreprise, où c'est un engagement dont on a le sentiment qu'il est à la fois sincère, qu'il est durable, et que on est en train de réécrire une nouvelle histoire de cette manière-là, avec ce nouveau public, qui en effet a envie de venir en salle, mais qui a des problématiques importantes de pouvoir d'achat, ce qui devrait normalement quand même être aujourd'hui les objets de débat politique dans une période préélectorale. Ça ne l'est pas encore, on espère que ça va le devenir. Mais voilà pour en tout cas les points de différenciation stratégiques. Merci beaucoup. Tu veux dire ? Oui, juste peut-être ajouter un point qui viendra, je pense, confirmer des axes que vous prenez. C'est qu'il y a la séance de cinéma, mais il y a l'expérience autour de la séance de cinéma. Et on est convaincu que dans la vision future de la salle, et ça va globalement dans le thème de cette table ronde, il y a beaucoup de choses à inventer autour de la séance de cinéma. Et donc l'enjeu, c'est capter de la bande passante de nos spectateurs pour qu'on ait suffisamment de temps et suffisamment d'offres intéressantes qui interpellent ou qui les intéressent. Ça peut aller dans des aspects culturels, ça peut aller dans des aspects restauration, ça peut aller dans des aspects lieux de vie et d'échange. On voit qu'il y a plein de thématiques, mais d'un point de vue exploitant, d'un point de vue opérateur de salle, je pense qu'il y a un vrai enjeu d'aller réinventer une expérience plus large de la salle de cinéma, qui est certes un moment d'émotion collectif dans une salle, mais certainement beaucoup d'autres choses en périphérie de cette expérience-là.
Pierre-Emmanuel, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que toi, tu as tout de suite travaillé sur l'hybride, on va dire. Alors, l'hybride des espaces, mais avec un espace physique et un espace virtuel, une autre forme d'hybridité. Est-ce que tu peux nous expliquer ton projet et nous dire aussi en quoi ça participe au projet plus global de réinventer le cinéma de demain, mais en gardant bien l'expérience cinéma au cœur de ton projet? Oui, alors, tout d'abord, je voulais revenir un tout petit peu sur notre expérience en tant que producteur, réalisateur. Moi, j'ai toujours eu à cœur d'essayer d'utiliser les nouveaux médias, les nouvelles technologies numériques au service des histoires qu'on va raconter. Et en l'occurrence, on a produit plusieurs films autour d'une mission spatiale il y a quelques années. Et donc, il y avait l'émergence de la réalité virtuelle. Ça nous a tout de suite intéressé de faire un film en réalité virtuelle tourné dans l'espace. On l'a aussi exploré en format planétarium, en format IMAX. Et on s'est posé la question à ce moment-là du marché aussi de la réalité virtuelle. Et c'est là où on a eu des points de convergence avec MK2. On s'est retrouvé à diffuser de la réalité virtuelle dans les salles de cinéma de façon itinérante d'une certaine manière. Et on a senti que c'était intéressant parce que ça permettait justement là de proposer plus qu'un film, mais de proposer au-delà du film sur écran plat classiquement, un film, une expérience en réalité virtuelle qui avait l'avantage d'attirer un nouveau public. Et donc en tant que distributeur, l'utilisation des outils numériques nous a permis ça. Et on a assez rapidement observé que parmi les films qu'on distribuait, c'était surtout des films à débat sur des thématiques environnementales, sociétales, les questions migratoires notamment. Et ce qui marche le mieux en termes de remplissage de salles, c'est les débats. Sauf qu'il y a un moment donné où on se retrouve avec une sorte de plafond de verre où les réalisateurs ne vont pas faire plus de 30, 40, 50 débats. Donc comment démultiplier les débats ? L'outil de visioconférence permettait ça. Mais on ne l'a pas déployé plus que ça, mais on sentait que là encore, l'outil numérique pouvait être mis au service de la salle de cinéma. Et en fait, alors, l'histoire elle est assez simple. Nous, on s'est retrouvés au mois de février de l'an dernier en tant que distributeur confronté à l'arrivée de la première vague. Et on s'est dit comment faire pour permettre d'une part de remplir les jauges qui risquaient d'être limitées, puisqu'on avait une sortie le 1er avril, et dans les pays tels que la Chine et l'Italie, on voyait que les jauges des lieux culturels étaient limitées. Donc on s'est dit, là on va pouvoir utiliser justement l'outil numérique pour rediffuser en ligne la projection du film et surtout la partie de débat. Et donc permettre, grâce à cet outil numérique, aux spectateurs d'assister à la séance depuis chez eux, de remplir les jauges virtuellement en ligne et de partager les recettes toujours avec la salle de cinéma qui restait au cœur de l'écosystème. Et à ce moment-là, de permettre de maintenir un écosystème, une économie à peu près viable pendant cette durée qu'allait être celle des demi-jauges. Sauf que finalement, les salles de cinéma ont complètement fermé. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué de déployer notre dispositif en rajoutant l'outil de géolocalisation qui permettait de limiter l'accès à la salle de cinéma des personnes situées vraiment à proximité. En réalité, on a recréé l'écosystème et les zones de chalandise en ligne pour partager, en fait, puisque un film, il faut pouvoir le partager entre différentes salles de cinéma. Il y a cette concurrence dont parlait Elisha tout à l'heure. Donc on a créé ce qu'on a appelé les salles de cinéma virtuelles. Donc chaque salle de cinéma a la possibilité donc d'avoir une salle en plus, voire plusieurs salles en plus en ligne, avec un partage de recettes équivalent à ce qu'il est en présentiel. Et donc on pousse les murs et on propose non pas plus qu'un film, on propose toujours le film. Par contre, on propose le plus souvent, et c'est ça qui draine le plus de spectateurs, une rencontre à l'issue du film. Et là, on va chercher des publics qui déjà étaient parfois des publics empêchés, puisque avant la crise, certaines salles de cinéma ne pouvaient pas aller chercher un certain type de public. Alors, je pense au public empêché, qui pose des problématiques d'accessibilité sur les versions sous-titrées pour les sourds et malentendants. Je pense au public en situation de handicap. Je pense aux jeunes parents qui vont moins au cinéma pendant qu'ils s'occupent de leurs enfants pendant les premières années où ils éduquent leurs enfants. Et donc, on réglait en même temps un problème qui est déjà un problème qui était avant la crise. Donc, on a essayé de réinventer en fait la salle de cinéma en la renforçant par l'outil numérique. Et accessoirement, on allait chercher à proposer aux salles de cinéma d'aller chercher les spectateurs là où ils sont aussi, c'est-à-dire sur les plateformes. Concrètement, pour nous, on va d'une certaine manière jusqu'au bout de la révolution numérique, c'est-à-dire permettre à ces salles d'aller à la conquête en fait, de leurs spectateurs. Et pourquoi ? Pour les ramener en présentiel quand c'est possible, c'est-à-dire réussir à capter cette audience, avoir aussi en termes de traitement de data un canal direct pour les solliciter, comme disait Aurélien tout à l'heure, et donc au fur et à mesure réussir à les ramener, notamment parce qu'une rencontre, évidemment le meilleur lieu pour la partager, la vivre, et puis continuer d'échanger ensuite dans le hall du cinéma par exemple, ça reste la salle. Mais il est intéressant d'aller les chercher et de leur faire ce parcours, de leur faire pour certains découvrir la salle de cinéma. Certains d'ailleurs nous ont envoyé des messages en disant vous m'avez permis de découvrir que j'avais une salle à 5 km de chez moi, ce que je ne savais pas.
Donc c'était assez passionnant. Et on a aussi découvert que le frein qu'il pourrait y avoir par rapport à ces usages a été levé du fait de l'usage de la visioconférence, même par les publics seniors, qui de plus en plus ont utilisé ces technologies. Et donc on a été là aussi surpris d'avoir des publics qui parfois avaient 80, 90 ans et qui utilisaient leur tablette numérique pour assister à des séances en ligne. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a essayé de renforcer la salle et qu'on continue aujourd'hui d'utiliser l'usage du numérique et de ces événements captés et rediffusés en ligne pour aussi les repartager avec d'autres salles de cinéma. Donc on a appelé ça du multiplexage, ou en tout cas du partage d'événements sur grand écran, qui permet donc un événement qui est suivi d'une rencontre est capté et rediffusé sur les écrans d'autres salles de cinéma. Et chaque public, dans l'ensemble des salles de cinéma, peut poser des questions et interagir avec les invités qui sont dans la salle principale. Et ça marche bien. On sent que malgré le fait que les invités ne sont pas présents dans la salle qui s'est greffée à un événement principal, pour autant, il y a une force d'attractivité. Et plus les personnalités sont importantes en notoriété, plus évidemment le public vient pour pouvoir vivre cette interactivité avec les invités et justement avoir ce temps de débat dans un moment historique où on s'est tous retrouvés confinés, à ne pas avoir d'interaction sociale, avoir des craintes, des peurs par rapport à l'avenir. Donc tous les sujets sociétaux qu'on avait déjà l'habitude de défendre, là en l'occurrence c'est effectivement des sujets qui sont très largement abordés à travers des festivals, à travers des projections rencontres et ça marche bien. Donc on pérennise notre dispositif et vraiment l'idée c'est de mettre le numérique au service de cette forme d'évolution de la salle de cinéma pour aller jusqu'au bout de leur transformation, pour la renforcer encore une fois, puisqu'elle reste au cœur de l'écosystème. Tu peux peut-être nous dire un mot aussi sur la dimension internationale que tu as eue, parce que c'est un facteur important aussi dans le cadre de la numérisation. Il y a aussi cette extension de l'espace, puisque tu as eu des expériences dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Assez rapidement, on s'est retrouvé à être sollicité notamment par des festivals à l'étranger. Et on a développé notre dispositif avec des salles en Suisse dans un premier temps, en Belgique assez rapidement, donc la francophonie. Et puis petit à petit, on a commencé à attaquer l'Amérique du Nord, l'Asie, etc., notamment par les instituts français. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il devenait aussi intéressant d'apporter d'autres outils numériques, qui sont la traduction en simultané, par exemple, et de permettre de franchir les frontières aussi et cette barrière de la langue grâce à ces traductions qui peuvent être ou en langue des signes ou du sous-titrage sourd et malentendant, des débats, et aussi une traduction dans d'autres langues. Et donc finalement, on est en train de créer un écosystème au niveau international qui permet potentiellement d'ailleurs qu'un intervenant qui pour des raisons aussi d'impact carbone trouve pas très légitime de prendre un avion et de cramer des kilos de carbone, va intervenir dans son pays ou dans un territoire de proximité, mais en même temps, l'événement va être partagé avec d'autres territoires partout dans le monde. Après, il y a les questions de décalage horaire parfois qui peuvent poser des problèmes, mais on a déjà fait des événements qui avaient lieu dans une trentaine de pays en simultané, donc certains prenaient leur petit déjeuner en posant des questions à l'issue du débat, d'autres étaient sur le point de se coucher, mais vraiment il y a une forme d'agora comme ça internationale qui peut se créer du coup grâce à cette plateforme en ligne. Avec les salles au centre, du coup. La salle toujours au centre de l'expérience, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire, du coup, donc toi, ta société, t'es créée tout début de la crise en tant que distributeur, du coup, comment tu vois la distribution de contenu aujourd'hui, comment tu vois la salle est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion sur le modèle économique des distributeurs, des exploitants, comment tu vois ça? Oui, alors pour revenir un peu en arrière, moi j'ai dirigé une société qui s'appelait Backfilm pendant 8 ans. Et avant la crise, j'ai décidé de la quitter parce que je trouvais que le secteur était un petit peu désenchanté. J'avais l'impression de ne pas être dans le bon train. Effectivement, je me posais la question des publics et comment faire revenir des jeunes au cinéma. Donc j'ai quitté Back pour créer ma propre structure que j'ai lancée. Et là, le Covid est arrivé. J'ai même pas eu le temps de pouvoir sortir un film. Donc les premières semaines du premier confinement étaient un petit peu compliquées. On ne savait pas trop quoi faire et donc j'ai décidé de manière associative de faire un drive-in à Bordeaux. Donc la semaine du déconfinement, on a fait un drive-in sur la place des Quinconces à Bordeaux. On était le seul cinéma ouvert de France. On s'est inventé exploitant et on a fait 5000 tickets en 12 jours avec une moyenne d'âge de 30 ans. Et avec effectivement des jeunes qui disaient « moi je suis jamais allé au cinéma mais j'avais envie d'une expérience ». Je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, ce que recherchent les gens aujourd'hui, c'est des expériences fortes. Je pense que l'avantage énorme du cinéma, c'est que c'est une expérience physique et qu'une expérience physique, à mon sens, est toujours plus forte qu'une expérience virtuelle.
notamment parce que on a la possibilité au cinéma de capter l'attention des spectateurs. Aujourd'hui, quand vous regardez la multitude de zooms que vous faites tous les jours, les gens regardent à droite et à gauche, et c'est à mon sens un peu la même chose sur toutes les expériences qui sont numériques, alors que là je sors d'une tournée qui continue d'ailleurs de première, de projection d'un film documentaire qui s'appelle À la vie, qui est un film autour d'une sage-femme, un film très fort qui parle de la maternité. Et je vois, moi, des expériences physiques très fortes de débat en salle qui sont, à mon sens, pas réplicables online, même si je suis vraiment très enthousiaste aussi sur la solution de Pierre-Emmanuel pour les publics empêchés. Donc moi, ça a beaucoup nourri nos réflexions sur la façon, d'abord les films qu'on voulait faire et la façon de les sortir. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à créer des expériences fortes, à mobiliser des communautés et à faire en sorte que chacun des films sur lesquels on travaille soit des marques, que les gens se l'approprient et que l'expérience cinéma commence avant la salle et continue après la salle. Avant la salle, ça veut dire que dans nos façons de communiquer, on a des communications qui sont différenciées en fonction des publics. Le digital permet ça. Et donc, on va chercher des communautés qu'on essaie de mobiliser sur des sujets. Après, tous les films ne sont pas des films à sujet, mais certains s'y prêtent plus que d'autres. Et après la salle, en créant des contenus auxquels les gens avec lesquels derrière les gens peuvent continuer l'expérience, c'est-à-dire des débats enregistrés, d'autres rencontres, etc. Et je me suis rendu compte, notamment sur le documentaire dont je vous parle aujourd'hui, qu'aujourd'hui, il y a des débats qui se font sans que nous, on intervienne. Ce sont des gens qui eux-mêmes en fait, se mobilisent pour faire venir le film dans leur salle et se retrouver. Et voilà, on fait des très gros scores avec des gens qui se sont appropriés le film. Donc une de nos problématiques, nous, aujourd'hui, c'est comment faire de chaque spectateur un ambassadeur en fait, du film et que lui-même ensuite fasse venir des gens en salle de cinéma. Dans cette optique aussi d'événementialiser les sorties, moi j'ai le sentiment que les salles et les distributeurs ont vocation à sortir de la salle pour aller chercher des publics. Donc sortir de la salle, ça peut parfois vouloir dire faire des projections hors les murs, c'est-à-dire faire du plein air, faire des événements hors les murs, faire vivre votre marque. Et c'est aussi, à mon sens, infiltrer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais aller sur des espaces jusqu'ici qui nous étaient inconnus. C'est-à-dire que jusqu'à très récemment, la façon de communiquer sur des films en termes de marketing, c'était faire un partenariat à France Inter, être dans Télérama et Le Monde, et en gros attendre faire de l'affichage. Aujourd'hui, les gens ne regardent plus les affiches, ne sont pas forcément concernés par les relais des médias, mais les réseaux sociaux permettent d'aller chercher des communautés qui sont en plus facilement identifiables. Je vous donne un exemple pour la sortie de notre premier film, donc, qui était le jour du déconfinement, le 18 mai. On a décidé de sortir un film de science-fiction qui venait un peu de nulle part, de manière un petit peu blitzkrieg. Et on a fait une stratégie de marketing digital sur TikTok. Je ne connaissais pas TikTok un mois avant. J'ai découvert un univers parallèle que nous, Parisiens de 40 ans, en tout cas moi, je ne connaissais pas. Et en fait, un univers dingue, assez créatif. Et on a eu une stratégie un peu guérilla sur ce réseau social qui a fait qu'on a fait 25 millions de vues sur nos vidéos. Et je l'ai constaté derrière, j'ai des jeunes qui sont venus dans les salles que jusqu'à maintenant, je n'aurais jamais su toucher. Et ils sont venus, ils ont trouvé la façon de payer leur billet de cinéma parce qu'ils avaient besoin de faire partie de cette expérience parce que d'un coup, c'était le hit film du moment pour eux parce que c'était sur leur plateforme. Donc mon souci aujourd'hui, c'est aussi d'essayer d'aller capter ces audiences-là, ces audiences jeunes. Moi, mon obsession, c'est d'arriver à faire revenir des jeunes au cinéma. On fait le prochain film du même réalisateur. On est en train aujourd'hui de créer une communauté encore une fois sur TikTok. Ce qui me désole un petit peu, c'est que la plupart des commentaires, c'est sur quelle plateforme est le film, où est-ce que je peux aller le voir. Ils n'ont pas compris que le film arrivait dans un an, ils n'ont pas encore compris que c'était un film de cinéma. Mais mon idée sur ce film, c'est de créer un jeu de piste à terme et de faire en sorte que ça soit ludique pour eux et qu'ils se disent mais il faut absolument que j'aille dans cette salle de cinéma pour voir le film. Il y a un souci certes économique, mais à mon sens, c'est pas. Demain, on peut donner le cinéma, la place du cinéma gratos. Les jeunes n'iront pas forcément. Je prends un exemple. Il y a
un documentaire qui est sorti en septembre, pour lesquels justement, je crois que c'est Boulanger, a acheté 100 000 places de cinéma pour les donner aux jeunes. Ils ont quand même un petit peu galéré pour arriver à les faire venir. C'est un documentaire pourtant sur un sujet d'écologie qui devrait les mobiliser. Par contre, il y a des jeunes qui peuvent se payer des paires de Nike super chères et ils trouvent l'argent. Donc, à mon sens, il y a aussi un problème de contenu qu'on va leur proposer et de représentativité à l'écran. Aujourd'hui, le cinéma français, il est financé par des chaînes de télé dont l'audience est plutôt 60 ans. Et il est complètement déconnecté, en tout cas, de ce que les jeunes veulent voir. Et ça, les plateformes, elles l'ont compris. Il y a plus de diversité sur les plateformes numériques à l'écran. Il y a des sujets qui sont modernes, il y a des films qui regardent le monde. Et le cinéma, je pense, a besoin en fait, de s'adapter à ça et d'adapter son mode de financement pour pouvoir parler à ces publics-là. Je sais pas, je vais rajouter un petit truc sur le numérique. Effectivement, moi, je trouve que c'est assez passionnant ce qui se passe avec les sphères numériques parce qu'on arrive vraiment dans des moments où on peut échanger sur le numérique. Je crois quand même que l'expérience physique, c'est une expérience autrement plus exaltante et que dans un monde qui est tout numérique, on va avoir besoin de plus en plus d'expériences physiques fortes. Merci. Comme la salle de cinéma. Non, je pense que c'est bien résumé. Là, de toute manière, l'idée, c'est vraiment de travailler sur le numérique au service de l'expérience physique. Et je pense qu'on partage tous cette idée qu'on est sur une complémentarité. Et justement, on travaille pour qu'il n'y ait pas éviction. Je pense que c'est tous les enjeux. C'est pas en niant le changement et c'est pas en niant les évolutions qui, de toute manière, sont à l'œuvre qu'on y arrivera. C'est au contraire de s'en saisir, de les intégrer. Aujourd'hui, les plateformes, c'est pas les méchants avec qui on ne parle pas. On parle avec eux, évidemment. Ils sont intégrés à notre écosystème, encore plus maintenant avec le décret SMAD, la chrono, etc. Donc, ils font partie de notre écosystème. La question, c'est comment, en les ayant dans l'écosystème et en ayant tous ces outils numériques et d'innovation, on fait pour ramener les gens au cinéma. Les jeunes, on comprend que c'est l'idée, c'est que, en fait, globalement, ce que vous dites, c'est qu'il faut aller chercher le spectateur et qu'il ne vient plus tout seul. Donc, c'est un peu ça l'enjeu. Et peut-être sur la question des contenus, côté Pathé, MK2, c'est quoi le contenu de demain? Du coup, Elisha, tu disais il n'y a plus de contenu différenciant. Il y a quand même toujours un enjeu contenu parce qu'on a parlé beaucoup de la salle, des innovations, etc. Le film de cinéma de demain, est-ce qu'on verra de plus en plus d'événementiel? L'événementiel, c'est un peu hybride d'ailleurs, même en termes d'industrie culturelle, puisqu'on est à moitié sur la musique, on peut être sur autre chose. Le théâtre aussi. Voilà, est-ce qu'on est sur vraiment autre chose ou est-ce que le film de cinéma tel qu'on l'entend d'un point de vue artistique a encore sa place? Est-ce que les jeunes vont forcément aller voir James Bond et Dune et pas autre chose? Ou est-ce qu'il y a cet enjeu éducation à l'image qui est très présente en fait dans toutes vos interventions globalement, voilà, avec cet enjeu aussi culturel et de préserver notre culture et notre exception culturelle? Alors c'est une question complexe. Je pense que la recette de quels sont les films qui vont marcher demain, je pense que personne ne l'a, parce que ce qui fait justement la valeur de l'industrie du cinéma, c'est que c'est une industrie de prototype. Il n'y a pas de recette pour savoir comment on fait un bon film. C'est une industrie prototypale et c'est ça qui fait que en effet, les films ne sont pas comme des produits télévisuels où on arrive à trouver quand même une recette qui permet de le dupliquer. On peut nuancer ce propos, on peut lui amener des contradictions, mais globalement, avant le premier, on va dire Seigneur des Anneaux, il n'y a pas quand même un film qui ressemble réellement à celui du Seigneur des Anneaux. Et à chaque fois, il y a une innovation technologique dedans. Ensuite, il y a une série qui se met en œuvre. Donc ça, c'est un premier point. L'une des choses qu'on peut dire, c'est que je pense que pendant la période de Covid, quand on est exploitant de salle, on s'est quand même tous inquiétés en se demandant qu'est-ce qu'on aurait à diffuser sur nos écrans quand même à l'avenir. On savait qu'il y avait des films qui s'accumulaient, donc pas pour la réouverture, mais à l'avenir. Et on se posait tous la question de savoir que c'est à un moment les plateformes, notamment les studios américains, qui se mettaient à lancer leur propre plateforme et à avoir leur propre réseau de diffusion. Si à un moment elles avaient le souhait de priver les salles de cinéma de cette diffusion pour aller directement sur leur plateforme, on s'est tous posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait montrer à nos spectateurs. En France, on a la chance d'avoir une production locale qui est extrêmement forte, qui fait de la France le premier pays européen dans le secteur du cinéma, notamment grâce au CNC, qui a été quand même inventé sur des problématiques politiques après la Seconde Guerre mondiale pour résister justement au film américain. Et aujourd'hui, ce qu'on constate aussi dans l'industrie culturelle, que ce soit sur celui de la musique ou celle du cinéma, c'est que c'est de plus en plus dur de faire événement. Pour revenir un petit peu en arrière, nous, ce qu'on a considéré, c'est que depuis quelques temps, et pour reprendre d'ailleurs ce que dit Bruno Patino, c'est qu'aujourd'hui, on est rentré, en tout cas avec le Web 2.0, dans une économie de l'attention.
Ce qui est en jeu, c'est d'aller capter l'attention des gens et de monétiser cette attention. Donc l'enjeu du cinéma, c'est en effet d'arriver à récupérer une partie de l'attention et d'arriver pour le coup à proposer des contenus à des endroits où les gens dans la salle sont entièrement captés par ce qu'ils voient et pas distraits par des choses qui peuvent détourner leur attention. Je vais en effet totalement dans le sens de Mathieu sur le fait que une rencontre physique et une rencontre virtuelle n'ont pas la même valeur. Elles ont une différence quand même à la fois de nature et de degré, et on le ressent tout de suite parce que l'intensité d'une rencontre avec quelqu'un en physique ou l'intensité d'une rencontre par Zoom, dans ce que ça laisse comme trace pour se revoir derrière et pour constituer la relation, cognitivement, c'est pas la même chose. Je suis pas capable d'aller plus loin dans l'analyse, mais on se rend tous compte que ce n'est pas la même chose. Une fois qu'on a dit tout ça, oui, nous, chez MK2, finalement, quand on se dit sur l'événementialisation, aujourd'hui, ça devient dur de faire événement. On l'a vu récemment, par exemple, Nathanaël en parlait hier ici, quand Kanye West, aujourd'hui, lance un album, il loue un stade pendant 1 mois pour faire l'événement. Lui-même, pour inviter des gens pour venir écouter son album. C'est ça qu'a fait l'événement sur son lancement. Je veux dire, Kanye West n'avait pas besoin de faire ça il y a 10 ans. Il y avait d'autres stratégies, d'autres comme. Quand on voit la strate de lancement de Adele, les enjeux financiers pour faire d'une sortie de disque un événement mondial, c'est devenu quand même colossal. Pour les films, on a les mêmes problématiques, et nous on le voit surtout pour les distributeurs, ou sur le fait qu'il y a une difficulté qui est de plus en plus importante pour que le film fasse événement. Avant, la sortie cinéma faisait événement. Aujourd'hui, il faut en faire beaucoup plus pour que ça fasse événement. Donc nous, on a toujours cru beaucoup dans l'hybridation des lieux, le fait que le cinéma, par la nature même de l'œuvre, à savoir que le cinéma est comme un art total, dans lequel il y a de la littérature, il y a de la musique, il va y avoir du théâtre, il va y avoir des costumes, et un endroit où on peut hybrider l'ensemble des formes, où on peut montrer beaucoup de choses. On n'est pas obligé de montrer que des films, même si c'est évidemment l'enjeu principal. Et qu'il y a de la place pour du théâtre, pour de la musique, pour du jeu vidéo, pour finalement toutes les industries créatives et culturelles qu'on va trouver ici, et que la salle de cinéma est avant tout un lieu de vie. Dans lequel en effet il y a un avant et un après, et ça nous on l'a beaucoup pratiqué au MK2 Bibliothèque, comme une salle qu'on a construite il y a 16 ans. Je veux dire, au MK2 Bibliothèque, quand on a construit la salle, on ne se posait pas la question de savoir quel allait être le ticket moyen dépensé par les gens dans la salle, on se posait la question de savoir quel allait être le temps moyen passé dans la salle. Et on se disait que si on arrivait à avoir une rétention sur le temps, de toute façon on transformait ce temps en acte de consommation. Et si on ne le transformait pas en acte de consommation, tant pis, on aurait les gens avec nous, et déjà dans ce lien-là, on trouverait peut-être d'autres moyens de le monétiser à l'avenir, ou pas du tout d'ailleurs. Et déjà ça c'est un changement total de paradigme par rapport à des business plus classiques. Et pour finir, nous sur les éléments d'hybridation, oui, on va aussi dans le sens de ce qui a été dit, à savoir il faut faire sortir la salle, les films et la salle de la salle de cinéma. Il faut aller à la rencontre du public. En 2013, on a créé un événement qui s'appelle Cinéma Paradiso, où on est allé s'installer pendant 10 jours sous la nef du Grand Palais pour faire un grand événement de cinéma, ce qui n'est pas du tout, ce qui sont des projets démesurés à l'échelle d'une boîte comme la nôtre. Et où on a commencé à faire dialoguer le cinéma avec la gastronomie, avec la fête, avec l'art contemporain, avec le jeu vidéo. On a continué ces événements en 2013, en 2015, en 2017, en 2019, en 2021. Et on a aussi transformé ce concept d'événement dans un lieu physique permanent qui aujourd'hui est un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Paradiso, qu'on a lancé pendant les périodes pas de confinement, mais de couvre-feu à Paris, qui est un hôtel cinéma dans lequel on peut regarder des films de plateforme dans les chambres et dans les suites, voir des films de première exclusivité, et qui en effet, certainement, je me garderais bien de vous dire que c'est l'avenir du cinéma, c'est pas du tout comme ça qu'on l'imagine. On pense que c'est une proposition alternative, il y a peut-être plus de l'avenir de l'hôtellerie que de celui du cinéma là-dedans. Et je ne pense pas qu'il y ait non plus une réponse unique industrielle à cet ensemble. Par contre, les notions d'hybridation, de sortir, voilà, tous ces éléments-là, oui, sont des tendances lourdes qui existent déjà depuis 10 ans, qui ne vont pas disparaître et qui vont s'accélérer. Et voilà, préparer les moments de reprise très fortes en prenant de l'avance, ça, c'est les enjeux qu'on essaie d'affronter aujourd'hui. Aurélien, côté Pathé Live, est-ce qu'il y a une montée en puissance post-Covid? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une autre stratégie justement sur cette hybridation des contenus, sur l'événementiel, sur l'avant-après? Est-ce que c'est encore deux activités complètement distinctes? C'est-à-dire, parce que c'est vrai que c'est deux entités bien distinctes. Comment ça va s'articuler en fait, le réseau un peu historique et très innovant malgré tout, parce que vous êtes très très bien équipés et c'est plus haute technologie, encore très peu développé en France, faut le dire, il y en a très peu de salles de cinéma équipées. Est-ce qu'il y a une stratégie commune aujourd'hui, peut-être plus liée ou plus solidaire entre les deux volets de l'activité?
Je pense qu'on peut voir un lien entre ce qu'on fait sur Pathé Live autour des concerts, des grands événements, de la culture, de la comédie française, des ballets. Cette activité-là qu'on a bâtie il y a déjà bon nombre d'années, on l'a bâtie toujours sous un angle. On apporte au cinéma des événements que les gens n'ont pas forcément juste à côté de chez eux, et on crée des moments très forts de partage. Et pas le même coût non plus, parce qu'il y a une question également, évidemment pas non plus au même coût. Et donc on crée ces événements dans les salles pour le plus grand nombre. Et ça, cette offre-là, elle fonctionne uniquement quand on utilise les clés de l'événement. Les clés de l'événement, c'est donc une sortie et une façon de communiquer autour du fait qu'il y a quelque chose qui se passe qui est différent, qui n'est pas lié à une sortie de film du mercredi, où on a véritablement une proposition qu'on doit porter, puisque si on ne la porte pas, elle ne sera pas relayée véritablement dans le flux des sorties habituelles. Et aujourd'hui, on le voit, quand on veut véritablement qu'un film fonctionne, il faut qu'aussi, de la même manière, on arrive à créer un événement, ce qu'ont compris et ce que font les studios américains sur les gros films internationaux, avec des budgets qui ont évidemment rien à voir avec des productions nationales, mais cette notion de créer l'événement, faire que le film est attendu, faire que le film touche son public bien avant sa sortie, on voit que c'est quelque chose qui est de plus en plus clé dans les stratégies de mise à l'écran. Et c'est là où on revient sur ce qu'on s'est dit rapidement tout à l'heure, ce que tu disais Mathieu autour du digital. On a une arme de communication qui est maintenant beaucoup plus forte, qui doit l'être de plus en plus en allant vers la dématérialisation du ticketing. On va engranger, exploitants de salles, une connaissance sur nos clients qu'ont déjà toutes les plateformes. Les plateformes savent ce que leurs abonnés regardent, savent pousser du contenu affinitaire. Donc cette avance-là technologique, ils l'ont puisque c'est le cœur de leur modèle. Nous, on a un business physique qui doit se digitaliser, donc à des niveaux de maturité différents entre les grands exploitants, les plus petits exploitants. La connaissance du digital et la pratique n'est pas au même niveau de sophistication, mais pour moi, l'enjeu majeur, c'est qu'on soit sur un niveau de sophistication dans la connaissance de nos clients, donc dans la capacité à lire leurs goûts, à les connaître et donc à les contacter en direct. C'est ça qui fera que, en sachant ce qu'aiment nos clients, on pourra leur pousser le contenu le plus affinitaire et donc en connaissant le contenu qui peut leur plaire, être aussi en capacité d'avoir une caisse de résonance plus forte, puisque le ciblage de communication qu'on fera sur les gens qui sont appétents aura beaucoup plus d'impact. Et comme il aura plus d'impact, on pourra y mettre plus de moyens, puisqu'on concentrera l'effort sur des gens qui sont tout de suite très réactifs à ce contenu-là et qui serviront de caisse de résonance pour après aller élargir sur des audiences adjacentes. Donc je pense que c'est assez fondamental, et on voit quand on le teste, il y a véritablement un bénéfice assez immédiat d'aller travailler sur ces leviers-là. Et on a encore une industrie jeune sur ce type de pratique, mais qui rattrape assez vite son retard. Je pense qu'on a collectivement compris que c'était un axe majeur pour soutenir et pour développer la fréquentation. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit véritablement travailler. Et nous, exploitants, je pense qu'on doit se positionner pas en nous comparant à d'autres exploitants internationaux, mais en nous comparant à des activités qui n'ont rien à voir avec nous. Ce que fait la distribution, le commerce au sens large, ils ont ces pratiques-là. Ce que fait Netflix par son modèle, c'est exactement la même manière d'approcher le client. Et plus on va aller vers ça, plus on aura des stratégies de communication qui seront impactantes. Et donc plus, je pense, on aura une capacité à avoir un impact fort et à créer l'événement sur des sorties. Ouais, aussi, moi, je peux que seconder ce discours. Aujourd'hui, quand vous faites du digital, vous n'avez aucune KPI sur vos campagnes digitales parce que vous ne savez pas si votre publicité va générer derrière un ticket. Parce que très peu, en fait, le ticketing n'est pas du tout encore digitalisé, en tout cas pas de manière massive. Et donc, nous, par exemple, on essaye sur nos films de faire pas une bande-annonce, mais 20 bandes-annonces différentes, parce que la même bande-annonce ne va pas plaire de la même façon à mes parents ou à vous. Et donc, du coup, il faut s'adapter en fonction des publics, mais vous n'avez jamais vraiment de retour. Donc, vous êtes un petit peu dans le vide. Vous avez des taux de clics, etc., mais vous n'avez pas plus de données de ça.
plus de données que ça. Le jour où on a enfin un ticketing qui est totalement digitalisé et un modèle qui est un petit peu universel, à ce moment-là, on va pouvoir effectivement cibler, gérer la data et aussi faire une programmation qui est beaucoup plus fine de nos films. On n'a pas forcément besoin d'avoir des films qui sont matin, midi et soir, mais d'avoir les bonnes séances qui sont remplies avec les bons spectateurs. Donc effectivement, moi je pense que c'est un des vrais chantiers du cinéma. Je dois avouer que je trouve qu'on ne va pas assez vite là-dessus et que la crise devrait être un accélérateur total de ce ticketing et du tout dématérialisé en termes de ticketing et de billetterie. Et la crise, je pense, ce qui est compliqué, tu as raison, c'est que ça nécessite des socles techniques qui sont assez lourds et donc quand on n'a pas pris on doit tout mettre en place, c'est assez complexe. Mais nous, on a vu entre l'avant-crise et l'après-crise, on a eu un bond drastique de la dématérialisation. On est quasiment maintenant à 80% de billets mis en ligne et donc on voit que les spectateurs sont totalement appétents à cette façon. De toute façon, c'est ce que les gens souhaitent. Prendre un billet en 3 clics sur leur téléphone, c'est la pratique évidente quand l'app d'à côté est Amazon et l'app d'après est un autre site généraliste. Donc, dès lors qu'on va vers ça, on va vers une meilleure connaissance des clients et on va vers de l'efficacité, on va vers des stratégies marketing beaucoup plus impactantes. Et on le voit quand on teste aujourd'hui des campagnes de sortie sur des audiences affinitaires, entre les audiences qu'on va activer et les audiences qu'on ne va pas activer pour voir quel est l'impact de ces stratégies, on peut avoir des accélérations de vente de près de 10-12%. Donc c'est assez majeur. Ce que je veux dire, c'est que travailler de cette manière-là, et si on arrive à collectivement travailler plus de cette manière-là, en changeant un peu de paradigme, en ayant des exploitants qui sont plus dans l'action marketing jusqu'au client, jusqu'au spectateur final, on aura un soutien, en tout cas une capacité à soutenir la fréquentation et à être moteur, je pense, pour le succès des productions françaises ou internationales. Si je peux juste ajouter un truc, on a peut-être en ce moment, je vois dans certains débats, pas ici, mais tendance à penser que le cinéma, ce qui va faire venir les gens en salle, c'est des grosses productions, c'est le spectaculaire, c'est le film de 2h30 avec des effets spéciaux. Moi, je serais un peu plus mesuré là-dessus. Enfin, je pense que ça fait partie de l'expérience cinéma, mais je pense que là-dessus, les plateformes, elles vont de toute façon s'organiser pour arriver à produire le même genre de contenu. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui les comédiens connus qui sont... Enfin, Omar Sy, aujourd'hui, est limite plus sur Netflix qu'au cinéma. En revanche, le cinéma a toujours été concurrencé et à mon sens, ce qui va le sauver, c'est que c'est le lieu de la radicalité, de l'originalité et de l'invention. Et j'ai le sentiment que les gens vont chercher justement des histoires qui sont différentes, originales et qui s'éloignent du côté mass média. Donc moi, j'ai bon espoir que notre capacité à nous réinventer, à proposer le Star Wars d'aujourd'hui, ou en tout cas des films qui sont différents de ce qui se fait, sera assez salvateur pour notre industrie. Moi, sur ce point, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est que je pense que le cinéma est le lieu de la création et de la radicalité, et que la radicalité est toujours dans les endroits de création. Donc sur ce point-là, je suis totalement d'accord. Je pense que demain, on n'a pas encore vu une production à 200 millions de dollars être rentabilisée sur une plateforme et que ça ne va pas arriver tout de suite. Et que quand c'est de l'argent, après Disney va peut-être se lancer là-dedans, mais on voit que les studios quand même qui ont eu une stratégie justement d'aller directement sur les plateformes, sur des films sur lesquels il y avait des investissements importants, ils sont en train d'en revenir parce qu'ils voient bien qu'ils ne retrouvent pas leurs petits et que même pour des gros studios type Disney, pour que demain, ce qui, eux, fait le bout de ligne et le dernier mètre, c'est que ça vienne intégrer finalement leur parc. C'est là où ils vont se mettre à faire de l'argent sur l'IP. Et ben, un lancement cinéma, ça n'a pas le même impact mondialement sur le public qu'un lancement direct sur plateforme pour demain devenir une IP dans un parc. Et c'est là où on voit que le cinéma et la sortie restent un événement fort et prestigieux. Moi, je voulais juste réagir sur les sujets notamment de data. Je suis assez ambivalent, pour être tout à fait honnête sur ces sujets-là. À la fois, oui, on a besoin de segmenter nos datas et il y a une cohérence même écologique à se dire qu'on ne va pas aller shooter 200 000 mails alors qu'on sait que dans notre base, on a 10 000 personnes qui vont être intéressées par le sujet. Je pense que ça, en effet, ça n'a pas de sens. Mais ce que je pense aussi, c'est qu'on arrive dans une époque où le web va entièrement changer, où TikTok, en effet, est le réseau social d'aujourd'hui, mais n'est pas celui de demain. Que les jeunes d'aujourd'hui
Aujourd'hui, ils sont sur une plateforme qui s'appelle Roblox, qui est décentralisée, dans laquelle ils ont l'habitude d'avoir des coins, et que toutes les pratiques qu'ils ont là-dedans, c'est l'antithèse du Web 2.0, et qu'il est possible demain que les jeunes disent bah voilà, nous maintenant sur le web on va vouloir être anonyme, on va vouloir avoir des coins, on veut plus être traqué, et on va changer totalement nos actes de consommation parce qu'on veut un monde différent. Et là, tout d'un coup, oui, avoir investi toute sa stratégie sur le Web 2.0 et sur les réseaux sociaux va devenir un problème. Et par ailleurs, je vous le dis aussi, moi c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup en ce moment. L'une de mes principales préoccupations, c'est de sortir de la dictature de Facebook et de Google, dont on voit là où elle nous mène, puisque aujourd'hui les lanceurs d'alerte qui sont à l'intérieur de l'entreprise disent où ça mène. Et ça mène à des situations politiques terribles et catastrophiques. Donc, et aujourd'hui, pour les premières fois, il y a des marques quand même qui disent publiquement qu'elles se retirent de Facebook. C'est le cas aujourd'hui de Lush, c'était le cas de Patagonia il y a quelques semaines. Patagonia étant connu quand même pour tisser le lien avec son public sur son engagement éthique et sur son engagement écologique. Donc je pense que ces éléments-là vont radicalement changer dans les années qui viennent, que les enfants qui ont 8 à 12, 13, 14 ans sont les jeunes adultes de demain, ils vont être engagés, ils vont eux aussi pouvoir avoir des prises de position radicales dans des actes de consommation grand public. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de signaux qu'il faut percevoir parce que ça va aller vite. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Elisha. Et je pense que tout ça, ça passe aussi par un travail d'éducation. Et il y a un bon signal là, qui est tombé aujourd'hui, qui est le dispositif de passeur d'image, la maternelle au cinéma. Et donc l'idée, c'est de permettre que les dispositifs de collège, lycée, école au cinéma soient élargis donc, aux maternelles. Et il y a une vraie question sur aussi qu'est-ce qu'une image aujourd'hui, qu'est-ce que la réalité d'une image. Avec les IA, on peut aujourd'hui avoir des discours. Enfin, on a tous vu les images d'Obama à qui on peut faire potentiellement raconter n'importe quoi il y a quelques années. Et donc il y a une vraie problématique d'éducation à l'image et aussi de qu'est-ce que nous raconte, notamment ce qui est dans les plateformes. Il peut y avoir une manière aussi de s'adresser aux gens de façon extrêmement globale en faisant passer des messages. On voit ce que donne aussi la fiction sud-coréenne là, dans les cours d'école, etc. Parce que justement, il y a peut-être un problème de recul pour les gamins, de décrypter les images, décrypter les informations aussi. Donc je pense que c'est extrêmement important de travailler là-dessus. Donc le dispositif qui sera élargi, c'est une très bonne initiative. Et puis aussi que les enfants, justement, depuis le plus jeune âge, aient la possibilité de découvrir leur cinéma, peut-être pas simplement par justement l'expérience du cinéma, mais que dans plein de cinémas qui sont en fait des tiers-lieux, ils vont peut-être aller simplement découvrir une exposition, aller déjeuner avec leurs parents, mais qu'ils ont un sentiment d'appropriation à l'endroit de ce cinéma-là, et puis ils se sentent bien, ils rencontrent des amis, ils y passent une demi-heure, une heure, et si en plus ils ont cette éducation à l'image, cette découverte des films de patrimoine en parallèle, je suis assez confiant sur le fait que cette nouvelle génération finalement se réapproprie et ressentent ce besoin finalement de se réancrer dans le réel, tout en utilisant le numérique d'une manière ou d'une autre, évidemment, parce que c'est une formidable fenêtre sur le monde, mais il va y avoir sans doute cette reconcentration, cette importance du terroir finalement, peut-être des productions locales aussi, avec des auteurs locaux qui vont justement par le numérique peut-être pouvoir toucher un large public, mais comme disait Mathieu tout à l'heure, finalement ce qu'on va rechercher c'est une esthétique aussi particulière, différente, donc il va y avoir une forme d'éloge de la différence aussi, et donc je suis assez confiant quand même sur le futur si on s'adresse vraiment au jeune public dès le très jeune âge en fait. Et puis qu'on évite accessoirement de les mettre sur les écrans, les tablettes, sans avoir une surveillance derrière, parce qu'il y a un vrai risque, et on le sait tous aujourd'hui. Et l'enjeu éthique, quand on crée une société comme la tienne en 2020, elle est évidemment essentielle. Tu l'as appréhendé comment, du coup, dans le cadre de ton projet ? En tout cas, éthique au sens large. Oui, il y a différentes choses. Il y a d'une part, évidemment, l'impact carbone aussi du visionnage sur Internet. Donc, c'est une vraie question et qu'il ne faut pas prendre à la légère en simplement disant on va compenser carbone. C'était notre première initiative, c'était ça, de se dire on va compenser carbone. Mais ça veut dire quoi, compenser carbone ? Donc, je pense que déjà, il faut essayer de limiter l'impact carbone d'une plateforme avec des systèmes d'encodage qui soient optimisés, avec un UX aussi qui soit optimisé pour être moins consommateur. Et derrière, c'est aussi les contenus, évidemment. En termes éthiques, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en avant, sachant que nous, on n'a pas vocation à décider des contenus, mais on a une problématique à un moment donné sur un festival de films israélien, en l'occurrence, et on nous est tombé dessus en nous disant mais vous allez cautionner un festival qui est financé par le gouvernement israélien, etc. Donc,
qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est une vraie question aussi, c'est quel est notre positionnement, et si la plateforme se développe, il va falloir qu'on ait un discours à peu près clair et avoir peut-être des règles. Alors évidemment, là on a laissé faire puisque c'était une initiative d'un cinéma, etc., qu'on n'a pas voulu rentrer dans cette logique de censure à quelque endroit que ce soit, mais il y a aussi cette réflexion pour laquelle on n'a pas encore tout solutionné en termes de pratiques, de guide de bonne conduite par rapport à cette hypothèse d'un film qui ne correspondrait pas à nos valeurs de façon assez tranchée. Je ne sais pas si on a le temps si vous avez des questions. Voilà. Merci, bonjour. Par rapport aux salles de ciné, compte tenu de ce qui est en train de se dire et de la nécessité de créer des événements extraordinaires, dans quelle mesure est-ce que les exploitants peuvent modifier leur salle, peut-être pour aller dans le sens d'une salle multi-support? C'est une question qui est complexe, puisque modifier une salle de cinéma, c'est forcément des investissements qui sont extrêmement coûteux. Donc, je dirais que ça se fera plutôt sur des nouveaux cinémas. Ça peut se faire sur des sites qui sont complètement restructurés. Je pense qu'aujourd'hui, modifier nos dispositifs, c'est pas quelque chose pour lequel on voit un modèle économique évident qui permettrait d'envisager ce type de mouvement-là. Ce qui pourrait être envisagé, c'est d'établir autour de nos complexes de salles des dispositifs d'accueil, des dispositifs d'échange, des lieux d'échange. Mais je ne vois pas aujourd'hui un mouvement qui sera un mouvement de transformation profonde de la structure des salles. Encore une fois, parce que ces salles sont des investissements déjà qui ont été faits il n'y a pas si longtemps que ça et qui sont très conséquents et qui ont des complexités architecturales relativement lourdes qui empêchent des modifications. En tout cas, au-delà d'un prototype qui pourrait exister de ci, de là, on ne voit pas de mouvement général de modification en profondeur de ces salles. Je suis vraiment d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que déjà dans une salle de cinéma, on peut quand même faire beaucoup de choses. Après, c'est sûr qu'on n'a pas, comme dans un théâtre, les coursives, la lumière, etc. Mais on peut déjà faire beaucoup de choses. Mais ce que je peux vous raconter, c'est ce qu'un jour on a rêvé de faire et qu'on n'a pas fait d'ailleurs. Déjà en 2015 ou 2016, on voulait faire une salle de cinéma Paradiso dans un hôtel à Sao Paulo. Ne me demandez pas comment on en est arrivé là, mais c'était vraiment un projet assez magnifique. Et en fait, on reprenait un auditorium d'un vieil hôtel, qui était un hôtel construit dans les années 80 au Brésil. Et en fait, l'objectif, c'était de transformer la salle pour qu'il y ait à la fois des espaces de restauration à l'intérieur même de la salle, des typologies d'assises différentes en fonction de certaines typologies de contenu et de certaines typologies de public. Et ensuite, on avait créé tout un système qui était dessiné, les travaux prêts à être enclenchés, où on avait un système de plancher montant et descendant qui nous permettait, en fait, en programmation, de pouvoir passer d'une projection de film à un concert quasiment en 1 minute. Et donc on avait ce plancher qui montait, qui permettait en sous-sol d'avoir les instruments, de faire les balances, de garder la salle en exploitation pendant qu'on faisait les balances et de pouvoir comme ça shifter dans une soirée cabaret sur la soirée même. Je vous donne cette idée, c'est gratuit. Et voilà, ça on ne l'a pas fait parce que la situation politique au Brésil a fait que faire des affaires au Brésil devenait quasiment impossible. Mais oui, sincèrement, tout est possible et les disruptions, il y en aura. Les structures vont quand même peut-être changer et il y a peut-être quelqu'un qui va inventer quelque chose dont on n'a pas eu l'idée. Et on va tous se dire cette idée est tellement bonne pour qu'on n'y a pas pensé. Et c'est ce nouveau modèle qui va s'imposer. Je le souhaite presque d'une certaine manière. Mais en même temps, ce qu'on a actuellement est quand même déjà un équipement ultra performant. Et il faut reconnaître qu'en France, le dynamisme du secteur est lié aussi aux investissements dans l'équipement. Après, pour compléter, je me demande si les écrans LED, qui sont des possibilités qui vont permettre de s'affranchir de la régie, etc., est-ce que ça ne va pas faire évoluer aussi la structure des salles, puisque voilà, donc avoir plus de... C'est vrai que ça réduit les contraintes architecturales, donc ça permet plus de souplesse, ça permet de faire des salles dans des lieux plus contraints. On n'a plus ces problématiques de projection, de faisceau, donc de hauteur, donc ça permet plein de choses. Voilà, moi je réagissais plus sur la conversion d'équipements déjà relativement qualitatifs en France. Encore une fois, il peut y avoir des initiatives qui se présentent, mais
on a déjà beaucoup de choses à faire dans ces équipements-là. Et tu le disais, déjà transformer une salle, lui apporter du confort, changer les sièges, avoir des fauteuils vraiment différenciants. Nous, on a testé des fauteuils lits, on a testé des fauteuils cocon bulle, on a testé des fauteuils qui s'allongent. Enfin, on fait plein de tentatives pour essayer de voir un peu ce qui plaît aux gens, comment les gens perçoivent ces innovations. Et continuer à créer un peu des événements dans une évolution de la salle dans son aspect physique. Et je pense qu'il faut qu'on continue collectivement à se poser des questions, à tenter des choses. Donc peut-être que demain, il y aura quelque chose de plus profond. Déjà, quand on installe des technologies comme 4DX avec du plurisensoriel, du vent, de la chaleur, des sièges en mouvement, c'est une approche qui plaît pas. Elle est forcément clivante, mais pour certains publics, elle va plaire, elle va permettre à des plus jeunes de se dire tiens, je vais aller voir tel film dans cette expérience-là, parce que ça m'amuse et j'y prends du plaisir. Donc tant qu'on arrive à trouver des offres qui créent des aspérités, qui donnent envie aux gens, je pense qu'on continuera à tester des nouveaux équipements. Le sujet, juste pour rebondir aussi là-dessus, le sujet de l'écran LED est intéressant parce qu'on se serait posé cette question-là il y a 3-4 ans. Le sujet de l'écran LED aurait quand même été au cœur de ce qu'on se serait dit que pourrait être l'avenir d'une salle de cinéma, parce qu'en effet, ça enlève beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, honnêtement, avec la manière dont la société a évolué, c'est-à-dire qu'on va investir dans des écrans LED qui permettent de lever ces contraintes, mais qui sont des équipements chers, extrêmement gourmands en énergie et très coûteux écologiquement à fabriquer. Je pense que sincèrement, ça deviendrait une hérésie. Et bâtir un plan de développement sur cette technologie-là, pourquoi pas, mais c'est là où on voit qu'entre le planning stratégique d'il y a 4 ans et la réalité d'aujourd'hui, parfois il y a quand même des écarts qui se creusent, qui font que ce qu'on imaginait il y a 4 ans n'est vraiment plus possible aujourd'hui. Moi, je n'imaginerais pas équiper mes salles avec ces écrans LED de cette nature et que ce soit une valeur ajoutée pour faire venir les clients. Sans compter qu'il y a eu des études de fait pour montrer qu'une image projetée ne provoque pas les mêmes sensations qu'une image diffusée, ce qui fait aussi la différence entre le cinéma et la télévision, quoi. Mais typiquement, l'écran LED, nous, on va l'utiliser, par exemple, quand on refait un projet comme le Gaumont Opéra, qui est notre futur siège aussi. On a un site qui est extrêmement contraint, qui est classé bâtiment historique. Voilà, sur des typologies de projets très, très particuliers, où on sait qu'on ne pourrait pas mettre de la projection, ça ouvre quand même la possibilité de faire des salles très, très qualitatives qui ne seraient pas possibles sans cette technologie. Donc, c'est vrai que d'un point de vue déploiement national de cette technologie, ça ne fait pas de sens. Et aujourd'hui, une bonne projection laser, ça fait totalement le boulot et c'est extrêmement qualitatif d'un point de vue spectateur. Bon, du LED, ça répond à des besoins particuliers de contraintes architecturales. C'est pas transformant, c'est juste une réponse parmi tant de réponses techniques existantes. Non, bien sûr, mais c'est vrai que ça, je suis d'accord, ça répond à une contrainte. Et c'est vrai que quand une société, par exemple, comme Samsung, qui a été un grand promoteur de ces écrans LED, met de la puissance, des moyens pour vendre aux exploitants de salles de cinéma que ça va être l'avenir et qu'on va en installer partout, c'est pas que Samsung. Derrière Samsung, c'est le gouvernement coréen. Le gouvernement coréen, dans notre secteur et dans notre industrie, c'est quand même important. Ils sont en tête d'innovation. Donc, c'est des mouvements qui sont initiés de manière extrêmement forte. Ils nous ont tous fait venir en Corée pour nous vendre ces produits. Donc, c'est vrai qu'il y a des sujets, et on se rend compte en effet quelques années après que ça répond à des contraintes, mais que ça ne peut pas être l'avenir d'une industrie. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Voilà, c'est la conclusion de cette table ronde.